les étendues sauvages. Les croisades et forts de Gour sont composées de chasseurs aguerris et de vétérans d'innombrables escarmouches contre les peaux vertes de Tondia, et sont habitués à se battre contre un ennemi largement supérieur en nombre, mais elles peuvent compter sur les augures de leur cité. Terrain de chasse. Le cœur de Gour s'autodévore constamment. Les océans rongent les côtes et érodent les continents. Les chaînes montagneuses se heurtent les unes contre les autres. Les lacs bouillonnent et se déversent en torrents fougueux. Le sol tremble et des crevasses avides s'ouvrent. En quelques siècles à peine, le continent désolé de Donze a été broyé entre Tondia et Antor, à la façon d'un herbivore dans la gueule d'un loup affamé. En dépit de cette activité tectonique intense, les mortels survivent sur des terres où rôdent d'innombrables prédateurs. Cela n'est pas évident car des colons peuvent voir leur ville engloutie par un séisme ou des glissements de terrain en quelques années à peine. Seuls les continents les plus vastes sont à peu près stables, car ils sont tels des prédateurs alpha dans la géographie étrange et violente de Gour. Tondia en fait partie. C'est un continent peuplé de gargans et de monstres. La taille de Tondia est incommensurable. Des plaines ravagées s'étendent bien au-delà de l'horizon, sillonnées par des chaînes de montagnes ou des déserts aux messas colossales. Ce lieu semble sorti d'une époque ou un âge où les empires n'existaient pas, où seule régnait une sauvagerie indomptable. Il n'est donc pas surprenant que les enfants de Gorka Morka prospèrent sur ces terres. En effet, les Oruks et les Ogors abondent. Ils se délectent de la violence de Gour ainsi que de l'abondance de nourriture et de combats qu'il offre. Les Oruks de Gour sont encore plus effrayants que ceux des autres royaumes mortels, car ils bénéficient pleinement de la sauvagerie de leur divinité bicéphale que leur divinité bicéphale accorde à cet environnement. Le fait que le peuple de Sigmar soit parvenu à s'installer durablement à Tondia est donc une preuve de son ingéniosité et de sa ténacité. Il a réussi à fonder des colonies fortifiées comme Excelsis ou Isalend, deux des plus grandes cités franches du cœur du royaume. Elles ont mis au point des stratégies rusées pour repousser les monstres affamés et les hordes belliqueuses qui les entourent. Excelsis, notamment, est très précieuse pour l'empire du dieu roi. De grandes villes portuaires dominent la côte des Crocs. Ce centre de commerce à la puissance militaire importante a su exploiter la ressource la plus précieuse de cette terre sauvage. Les prophéties pouvant être tirées d'un fragment du monde qui fut et qu'on appelle la lance de Malus. Excelsis a été assiégée plusieurs fois et a subi des déprédations des peaux vertes et des cultes de Tsinch qui voulaient s'approprier ses secrets. Cependant, elle a toujours survécu, notamment grâce aux prophéties qui l'ont systématiquement prévenu des dangers à venir. Ces visions ne servent pas uniquement pour la défense de la ville, car ces croisades et forts ayant pour mission de pacifier les terres en bénéficient également. Le libérateur Scipion frappa l'orque au visage avec son bouclier et fut récompensé par le bruit satisfaisant des os brisés. Le templier stellaire sourit de toutes ses dents ensanglantées, puis se courba douloureusement quand son adversaire riposta d'un coup de botte ferrée dans les parties. Grognant de colère, les deux guerriers se ruèrent l'un sur l'autre, roulèrent dans la poussière en se rouant de coups jusqu'à ce qu'un rocher cède sous leur poids et qu'ils dévalent la pente de la colline.
L'Aurouk atterrit lourdement sur le dos. Scipion lui tomba dessus, puis roula sur le côté et se releva au moment où le couperet de l'Aurouk lui frôla la tête. Il se trouvait sur un rocher craquelé et sillonné de veines de quartz bruni. « Que voilà un combat intéressant » s'enjoua Scipion, alors qu'il crachait du sang qui s'écoulait de sa cuirasse bosselée. Son adversaire se releva sans le quitter des yeux porcins, et rugit une insulte incompréhensible. Il y eut un grondement sourd, puis le rocher sur lequel il se trouvait se leva dans les airs. Scipion et son adversaire tombèrent une fois de plus à la renverse. Ils atterrirent sur un monticule d'ossements et de crânes brisés. La roche vivante étira ses deux bras simiesques, et quand elle se tourna, Scipion aperçut un visage énorme et bestial. Deux yeux jaunes l'observaient sous une arcade sourcilière de pierre. « Laisse-nous, Trogote !» gronda Scipion. « Je n'en ai pas encore terminé avec lui. » Pour toute réponse, le Trogote rugit et abattit son poing. Scipion l'esquiva à temps, toutefois son adversaire ne fut pas aussi chanceux, et sa tête explosa comme un fruit trop mûr. Le Trogote tournait de nouveau son attention vers Scipion lorsque son visage aborda une expression de surprise presque risible. Le sol où il se trouvait s'ouvrit brusquement, dans un geyser de poussière et de pierre. Un corps ophidien et écailleux en jaillit, et une gueule circulaire engloutit le Trogote jusqu'aux aisselles. Ce dernier rugit d'étonnement et de douleur avant que le Wyrm brise-roche le gobe, puis tourne sa tête immense et garnie de crocs vers Scipion. « Eh bien, un gros serpent !» déclara celui-ci avec enthousiasme. « Il semblerait que tu me doives un combat à la loyale. » Puis, en poussant son cri de guerre, il brandit son marteau et chargea la créature. Né pour survivre. Le peuple de Tondia, qu'il soit originaire de la glaciale Isalend d'Excelsis, la pluvieuse, ou de tout autre... qu'il soit originaire, de la glaciale Isalend d'Excelsis la pluvieuse, ou toute autre place forte sigmarite est par nécessité robuste, car seuls les plus forts survivent à Gour. Ils respectent l'endurance et le labeur, et dédaignent ceux trop faibles pour porter leur propre poids. La force est admirée, ainsi que la ruse. Un chasseur capable de tuer un platecorne alpha avec une fausse à pieux est tout autant célébré qu'un chef de tribu qui en fait autant avec sa hache. Les Tondiens ont beau être forts et courageux, ils savent que même le plus puissant guerrier n'est qu'un vulgaire insecte face aux grandes créatures du royaume, comme les méga-gargants ou les gueules qui crasent. La plupart des Tondiens subsistent comme chasseurs sur les plaines ou le long de la grande route d'Excelsis, en traquant les lézards hurleurs et les becs hachoirs, dont les peaux peuvent être échangées contre d'autres denrées, comme pêcheurs de poissons ailés et d'autres espèces étranges. La nourriture est la principale source d'exploitation de Tondia. D'énormes quartiers de viande salée ou conservés par traitement magique sont chargés sur les nefs des vagues des fléaux flibustiers ou à bord des galions bien armés afin d'être transportés jusqu'à des avant-postes ou des portes de royaume. Un jambon de lion des roches de Gour est un mets délicat dans beaucoup de royaumes mortels qui peut être échangé aisément contre une paire de magnélames de Chamon ou une dizaine de tonneaux de bière de feu d'Akshi. Évidemment, ce commerce peut subsister en tant qu'il y a des cités franches disséminées sur les terres de Gour. Les habitants des autres royaumes mortels ont souvent l'impression que les Tondiens et les autres peuples de Gour ne sont que des sauvages, des barbares qui adorent se battre et qui ne respectent que la force. Bien sûr, il s'agit là d'un jugement à l'emporte-pièce. Une armée qui progresserait sans se méfier à travers les immenses plaines de Tondia serait condamnée à voir ses effectifs fondre comme neige au soleil à cause des dangers que recèlent ces terres. C'est pour cette raison que les Tondiens sont des guerriers inventifs et des experts dans l'art de la défense.
Ils ont recours à des pièges et à des palissades de pieux effilés pour canaliser l'ennemi vers une zone étroite où il ne pourra pas tirer parti du poids de nombre. Nul n'est plus doué quand il s'agit d'abattre les plus grands monstres des royaumes mortels, car à Gour, ces créatures sont réellement colossales et particulièrement féroces, car ce sont des qualités indispensables pour survivre dans cet environnement hostile. Excelsis. Battue par la pluie et balayée par des tempêtes arrivant de l'océan, la grande cité portuaire d'Excelsis serait déjà un lieu hostile. Mais pour couronner le tout, elle est constamment attaquée par des tribus de peau verte et par la mégafaune du royaume des bêtes. La cité des secrets. Excelsis est un port essentiel de l'Empire du Dieu Roi, le plus grand centre de commerce de Tondia, et un caravansérail indispensable pour les caravanes armées qui sillonnent Gour. Située sur des rives rocheuses de la côte des Crocs, elle est surplombée par la lance de Malus, un rocher d'une taille titanesque qui jaillit de la baie à proximité des docks. Des milliers de navires sont au mouillage sous son ombre, sous la surveillance étroite des vaisseaux loups des fléaux-flibustiers qui patrouillent constamment les voies maritimes pour inspecter les pirates. Excelsis est donc une puissance navale de premier ordre, en particulier, en grande partie, grâce à ses corsaires endurcis qui ont payé grassement pour défendre la ville contre les flottes de briques et de broc des Skaven, les pillards du chaos et les autres menaces venues de la mer. Logiquement, Excelsis aurait dû périr depuis longtemps. Depuis sa fondation, elle a subi le courroux des hordes d'Oruk, plusieurs soulèvements orchestrés par les cultes de Tzinch, et, pire encore, les purges impitoyables des chevaliers Excelsior, les gardiens de la cité des secrets. Ces éternels de l'orage en armure blanche ne font pas de quartier quand il s'agit d'expurger la menace du chaos. Ils vivent dans un fort de l'orage impressionnant appelé le Consécralium, situé sur un promontoire au-dessus de la baie d'Excelsis entouré en permanence d'orages de foudre. À 3 reprises, jusqu'à aujourd'hui, les éternels de l'orage sont sortis du Consécralium pour débarrasser la ville de ceux qu'ils considèrent déviants et corrompus, ce qui a donné lieu au massacre de milliers d'habitants dans le but d'extirper la souillure du chaos. Excelsis est sans doute la cité franche ayant connu l'histoire la plus tourmentée et la plus violente. Malgré tout, la cité des secrets a survécu, notamment grâce à son meilleur atout, les présages et les prophéties qu'on peut extraire quotidiennement de la lance de Malus. Ce monolithe, veiné de magie céleste, ridiculise en taille les plus grands édifices d'Excelsis. Car c'est véritablement un fragment du monde qui s'est enfoncé dans le sol de Gour, il y a de cela des milliers d'années, lors de la formation des royaumes mortels. Les tours volantes flottent autour de la lance de Malus et sont les lieux d'étude de mages de la collégiale des arcanes qui ont pour tâche de superviser l'extraction de prophéties et de tirer les aperçus insignifiants du futur et les présages importants qui pourraient modifier le cours d'une bataille, voire sauver une ville de la destruction. Ce trésor est très convoité, entre autres, par Tzinch, qui cherche incessamment à s'emparer du pouvoir de la lance de Malus. Les présages mineurs récupérés dans la lance de Malus sont ciselés sous la forme de scintillements, des petites pierres polies qui servent de monnaie au sein de la ville. On peut invoquer les secrets d'un scintillement et ainsi avoir un aperçu du futur, par exemple. Un pêcheur pourra voir où se trouve un banc de poissons violents, ce qui lui permettra de nourrir sa famille pendant plusieurs semaines. Ces prémonitions peuvent donc être vendues ou utilisées pour son propre compte. Il faut toutefois rester prudent.
L'exposition constante aux présages est addictive, et beaucoup perdent toute notion de temps et de réalité alors qu'ils deviennent obsédés par leur vision. Dans le domaine de la stratégie militaire, les sages les plus renommés et respectés de la ville déchiffrent les augures les plus importants. Leur talent est mis à profit par les combattants de la cité pour déterminer où et quand déployer leur armée. Ces présages sont un atout essentiel pour défendre Excelsis, bien qu'ils ne soient jamais fiables à 100%. En effet, la capacité à déchiffrer en partie le futur n'a pas épargné à Excelsis de nombreux désastres dont les conséquences sont visibles aujourd'hui encore. Il y a quelques années s'est produit un soulèvement de cultistes de Tsinch, dont les membres vivaient cachés au sein de la hiérarchie politique et militaire de la ville. Cette révolte, menée par le grand arbitre, et un de ses meilleurs mages fut heureusement étouffé par les actions de l'ordre d'Azir avant de se répandre néanmoins. Un host de démons et de Tsangor en profita pour attaquer la ville depuis les métallites de cristal corrompus. L'un d'eux s'écrasa sur la ville pendant la bataille et détruisit tout un quartier marchand. Les éternels de l'orage mirent très vite la zone nommée pour l'occasion la chute du cristal en quarantaine. Elle est toujours scellée et interdite, sous peine de mort. De façon tragique, l'obsession des chevaliers d'Excelsior dans l'éradication de la souillure du chaos les poussa à sous-estimer la rage primitive de Gour. La guerre et la magie déchaînée libèrèrent Kranios, le glas des empires, de la prison souterraine dans laquelle les Slaanes l'avaient enfermé lors d'un autre âge. Enragé de voir que les royaumes sauvages qui le vénéraient jadis n'existaient plus, Kranios entreprit de semer la mort et la destruction. Il commença par vaincre Gordrak, le point de Gork, et par mettre à genoux sa Wahag. Ensuite, il attaqua Excelsis car il détestait du plus profond de son être tout ce qui incarnait l'ordre et la civilisation. Le combat qui s'ensuivit fut le plus terrible jamais mené par la Cité des Secrets. Usant d'engins de siège gigantesques, les méga-gargants de la horde de Kranios piétinèrent les murs de la ville, pulvérisèrent les fortins et projetèrent des rochers aussi gros que des cloches d'église qui laminèrent les régiments d'arquebusiers des guildes franches qui tentaient de les abattre. Seule l'intervention de deux alliés inattendus, le prêtre relique Slann appelé le seigneur Croak et l'imprévisible déesse Morathi sauva Excelsis de la destruction. Combinant les magies célestes et de l'ombre, ils ouvrirent un portail enchanté dans lequel s'engouffrèrent aveuglément Kranios et sa horde. L'attaque de Kranios a été déviée, pourtant le siège de la Cité des Secrets n'est pas encore terminé. Chaque fois que les murailles de la ville sont réparées, une nouvelle horde d'Orruk surgit et les rase jusqu'aux fondations. Des grottes creusent des tunnels sous la cité, tandis que ces armées ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. En dépit de cela, Excelsis ne s'avoue pas vaincu, ce qui prouve la détermination et la force de caractère de ses habitants. Leur courage inspire d'ailleurs de nombreux pèlerins, soldats et aventuriers qui viennent offrir leur assistance aux garnisons épuisées. Les fléaux flibustiers escortent des convois maritimes qui amènent des renforts originaires des terres parfois lointaines et qui viennent prêter main forte dans la guerre contre les peaux vertes. Le peuple d'Excelsis garde donc espoir de dompter un jour la sauvagerie de Tondia. Cependant, certains craignent que les événements récents ne soient que des prémices de la colère du royaume des bêtes.